Rebonsoir, chère communauté, rebonsoir. Nous nous excusons. En fait, Monsieur Omar Khanouf était sur un autre compte et non pas sur Club de lecture et Cercle littéraire d'Algérie. Donc, il était sur un autre compte où on fait les tests. Essayons de se connecter. Donc, je m'excuse, nous nous excusons. Nous sommes là, de retour, et on va discuter ce soir, j'espère, avec Omar Khanouf. Le temps juste que tout le monde se connecte, le temps que la communauté se connecte, ainsi que notre cher écrivain ce soir, Omar Khanouf. Voilà, je vous prie de m'excuser. Voilà, je vois les commentaires maintenant, c'est plus clair. Il s'avère que notre cher écrivain était sur une autre plateforme, mais c'est pas grave, pendant que nous étions là en train de l'attendre. Alors, bonsoir, Lounès Rezali, bonsoir Esmeralda Andalous. Non, Esmeralda Andalous, il faut le dire à l'espagnol, hein. Donc bonsoir tout le monde, Monsieur El-Kurti, bonsoir chère communauté, un plaisir de vous voir connectés ce soir. Nous allons recevoir, oui, le bleu, Esmeralda Andalous, le bleu, j'espère que tu aimes bien cette couleur. Alors, encore une fois, la rousse Lily, bonsoir. Alors, notre écrivain Omar Khanouf va passer ce soir, Inch'Allah, j'espère, s'il n'y aura pas de soucis techniques. Alors, il a écrit Mes Transhumances, paru chez les éditions du Chélif en 2021. Et le deuxième, la duologie, donc le deuxième tome, c'est Rien n'arrive par hasard. Aussi, c'est des textes pardon, très bouleversants, hein. Personnellement, j'ai versé des larmes, je le dis, pour certains passages. Donc, j'espère que notre écrivain soit là. Je vais essayer de le taguer. J'ai essayé de taguer notre cher écrivain pour pouvoir monter direct dans le live. Nous avons quand même dépassé 20 minutes, nous excusons. Bonsoir Malika Salah, notre admin aussi du groupe avec moi. Malika Salah, bonsoir. Bonsoir Leila Ben. Alors, Omar Khanouf, j'espère qu'il est... Voilà, maintenant que je le tag, j'espère que qu'il pourra demander accès. Voilà, parce que ça a très bien marché tout à l'heure lors du test. Et je vous dis que les écrits de Omar Khanouf sont... Je découvre une plume hein, vraiment exceptionnelle. Lecture très fluide, on peut lire vraiment, c'est à la portée de tous, avec un style bien soigné. Euh, j'ai vécu les étapes, enfin les époques avec lui, les années 70, cette époque que je ne connaissais pas, hein, je n'existais pas encore. Mais je dis que ce livre, c'est un rappel, c'est des livres souvenirs pour notre génération ainsi que la génération future. On peut trouver de l'histoire, on peut trouver de l'économie aussi, et ainsi que la vie personnelle. Et quand je dis la vie personnelle de l'auteur, de l'écrivain, ce n'est pas, c'est une, oui, partiellement biographique, c'est vrai, mais en même temps, ça concerne, on va se mettre vraiment dans la peau de nos parents. C'est-à-dire que ça va concerner aussi nos aïeux. C'est ça ce qui est formidable, c'est raconté de cette manière. Donc nous attendons notre cher écrivain qui ne rate jamais les live rencontres avec l'écrivain. Omar Khanouf est toujours le premier à être présent. Et parce que c'est son tour ce soir, il n'est pas là. Donc on va voir, j'espère qu'il n'est pas sur l'autre plateforme où on fait les tests d'ailleurs. Donc je vais essayer peut-être de l'inviter. S'il est là. Bonsoir Salika, bonsoir tout le monde. Bonsoir Fouzia, ça fait plaisir de vous voir tous. Alors, je vais essayer d'inviter notre cher écrivain. Voilà, s'il est là. Je vais le taguer encore une fois. Voilà, donc je disais que les écrits de Omar Khanouf sont exceptionnels. Il y a un passage particulier qui m'a fait pleurer. Enfin, il y avait deux ou trois passages, mais un particulier qui m'a fait... c'était très sensible. Et, euh, et donc, j'aimerais bien le lire en la présence de l'auteur.
Sinon, nous attendons un Makhlouf qui est là, qui est connecté. Lorsque j'ai coupé, j'ai parlé avec lui. Il était juste sur une autre plateforme, mais en principe, il va revenir dans le club de lecture et cercle littéraire d'Algérie. Bonsoir Ikalis, bonsoir Faouzia, bonsoir tout le monde. Alors, nous attendons, oui, oui, effectivement, Esmeralda, il est vraiment émouvant. Il est émouvant, effectivement. Il a une très belle plume que je découvre d'ailleurs. Ah oui, sa gazelle, voilà, d'où justement mes petites larmounettes. Effectivement. Oui, ce sont les aléas du direct, effectivement. Mais bon, après, ça nous arrive. Mais en même temps, je crains, parce que je suis en train de le taguer, et je crains s'il n'est pas sur l'autre plateforme. C'est ça le truc. Je pense qu'il est ce. Ouais. Donc, j'espère qu'il pourra se connecter ce soir. Je vais encore une fois le taguer pour qu'il sache que nous sommes là. Alors, très bien. Alors, Aomar nous, je vais voir s'il est là, parce que je pourrais l'inviter autrement. Eh ben non, non, je ne le vois pas dans la liste, ce qui est bizarre, hein. C'est très bizarre. Je ne le vois pas sur la liste. Alors, Aomar Nouf, je ne sais pas si vous nous regardez, si vous m'entendez. Enfin, si vous m'entendez, si vous êtes sur l'autre plateforme, donc vous ne pouvez pas m'entendre. Alors là, je ne sais pas comment ramener Monsieur Aomar Nouf ici. Je le tag de partout. L'essentiel, je vais vous lire un passage. Je vais. Je ne peux pas répondre. Oui, rebonsoir tout le monde. Je ne sais pas si le direct fonctionne toujours. Eh bien, j'ai reçu un appel de la part de Aoumar Nouf. Il est là, il nous regarde, il nous lit, sauf que c'est bizarre, il n'arrive pas à se connecter. Eh ben voilà, il est là. Après, voilà, super, j'espère que ça va fonctionner. Nous attendons quelques secondes, il est avec nous, il va monter dans le direct. Merci pour votre patience, merci pour votre temps. J'espère que Monsieur Aoumar nous va monter dans le direct avec nous. Voilà, alléluia. Je suis ravie, Monsieur Aoumar. Eh ben, super, ça va être une excellente soirée ce soir. Soirée Aoumar Hanouf. On va parler littérature et histoire avec vous. Je l'espère aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes en direct avec notre écrivain Aoumar Hanouf. J'avais déjà présenté ses livres, magnifiques et superbement bien écrits. C'est Mes Transhumances, paru en 2021 chez les éditions du Chénif, ainsi que Rien n'arrive par hasard. C'est le tome 2, en fait, c'est la suite, paru en 2023 chez la même édition du Chénif. Alors, Monsieur Aoumar Khanouf, laissez-moi juste vous dire que vos écrits, euh, certains passages m'ont vraiment bouleversée, au point où j'ai versé des larmes. J'en suis Euh, heureux. oui, vous avez réussi à me faire verser des larmes. Je vais lire tout à l'heure un passage et j'espère pouvoir me retenir. J'ai envie de vous dire merci encore parce que vous nous avez laissé entrer dans votre vie privée, intime. En même temps, ce n'est pas vraiment, c'est une biographie, mais je vais dire partiellement biographique parce que même si vous parlez de vous, mais en même temps, vous parlez de nos parents, vous parlez de nos aïeux, vous parlez de l'époque précédente, de tous ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui ont vécu cette Algérie, cette belle Algérie des années 70. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'histoire de vos romans, qui est Monsieur Aoumar Khenouf? Qui êtes-vous, Monsieur Aoumar Khenouf? Je ne sais pas par où commencer. Euh, dans le prologue du deuxième volume de Rien n'arrive par hasard, je dis que je suis né durant la Confédération nationale. C'est dans un pays libre. J'ai ouvert les yeux, j'ai suivi ma scolarité, toutes mes études, et j'ai commencé à travailler. J'ai fait
l'Institut national de formation en bâtiment. Donc, je suis du génie civil. J'ai commencé à travailler à l'âge de 22 ans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai pris euh, ma retraite au sens propre du terme. Comme tous les jeunes, je dirais les générations post-indépendance, nous avons vécu les années 60. On était, on était encore enfants, mais on a toujours en mémoire ce qui s'est passé le lendemain de l'indépendance. Et puis, toutes les péripéties qui ont suivi donc, le 5 juillet 62, le 19 juin 65, et ensuite, je dirais que nous avons connu une période assez exceptionnelle par rapport à ce qui se passe ces dernières décennies. C'était le grand boom sur tous les plans, le plan économique, sur l'Algérie se plaçait sur une rampe de lancement et nous sommes arrivés à un moment assez crucial. Euh, je pense que au lendemain de l'indépendance, les gens qui pouvaient encadrer ce pays et toutes les entreprises, tous les projets qui se lançaient, nous sommes arrivés à un moment, je dirais, c'est un privilège d'avoir vécu cette période. Et puis, c'était comme ça, je dirais, cet, cet enthousiasme, cette joie de vivre, tout ce bonheur, ce bien-être qu'on a vécu, il a duré jusqu'au milieu des années 80, je dirais à partir de 85, 86, ça a commencé à grincer. Il y a eu beaucoup de sable dans les mécaniques et on sait où ça a abouti sur la décennie, la fameuse décennie noire des années 90. Euh, avant d'en sortir, le prix était lourd. Euh, il n'y a pas une personne d'entre nous qui n'a pas perdu quelqu'un durant cette période, qui n'a pas vécu ces atrocités, ce drame, je dirais. Et en discutant avec des jeunes, avec mes enfants, avec mes neveux, mes nièces, à chaque fois, on revenait sur cette période des années 60-70 jusqu'au début des années 80, et je me rendais compte que la mémoire n'était plus transmise. Le relais, le bâton de relais n'était plus transmis. Il y avait une coupure. Euh, ces dernières générations ignorent totalement, à l'exception, euh, je dis totalement sans exagérer, ne connaissent, n'ont aucune idée, ne connaissent pas cette période et n'ont eu aucune idée sur ce que nous avons vécu. Alors, j'ai pris la décision d'écrire ma trajectoire, ma vie, même s'il fallait tout dire, à l'exception de ce que la pudeur m'empêche de faire, j'essaie de livrer tous mes ressentis, tout ce que j'ai vécu dans ces deux premiers livres. Et dans le troisième, j'en arrive à la fin, c'est-à-dire presque. Voilà, en résumé, donc, ce qu'un technicien du bâtiment a voulu faire. Voilà.
تحت الصون ديالها. Ah, monsieur Omar, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, mais à un moment, le Oui. son de votre côté était coupé. Oui, oui, parce que j'étais en mute pour vous laisser parler pour qu'il n'y ait pas de friture et j'ai gardé D'accord, le, d'accord. voilà. D'accord. Donc je disais technicien en bâtiment, mais vous avez quand même emmagasiné beaucoup de vécu, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires pour en faire justement pour faire coucher sur du papier cette belle duologie, hein, il faut le dire. Euh, Si vous me parlez de ce premier Mes Transhumances, Monsieur Omar Khanouf, un pitch rapide pour ceux qui n'ont pas encore lu. Ah, l'histoire commence en 77 et se termine en 81. Je suis revenu sur une période de 4 ans durant lesquelles j'ai vécu des choses même que mes camarades, hein, de manière intense, que Oui. ce soit, je reviens sur les 2 années et demie en tant qu'étudiant dans cet institut. Mhm. Nous avons vécu en dehors de l'idylle que je raconte à une camarade. Nous étions très engagés, Oui. nous participions en dehors. On le ressent hein, en lisant on le ressent cet engagement justement, on le ressent vraiment. Hein. Euh, et puis, je faisais partie d'un groupe de camarades, je dirais, un peu délirés, pour ne pas dire disjonctés, qui ont failli provoquer un incident diplomatique avec 2 pays amis, sans faire ce qu'on appelle du régime d'acquis. Je laisse le soin de découvrir cette affaire. Et par la suite, une fois le diplôme acquis, on a tout de suite été versé dans le monde du travail. J'ai fait quelques mois à Alger avant d'être parachuté en tant que chef de projet, ensuite chef de département technique, frontière tunisienne. Et là, euh, je vais un peu schématiser, imaginer qui est né à Alger, qui a fait toutes ses études à Alger, qui a grandi à Alger et qui ne connaissait de l'Algérie, euh, à part Alger et Constantine, qui est ma deuxième ville de cœur, ne connaissait rien de ce pays continent. Hein. Je dirais pas grand pays, mais c'est un pays continent euh, où parfois, pour ceux qui ont l'occasion de voyager, du sud au nord ou du nord au sud, dans la même journée, on peut traverser les 4 saisons, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, pour vous dire toute son étendue. Et TBSA, pour moi, était ma deuxième école, mais ma plus grande école. Parce que là, j'allais découvrir le pays profond, j'allais découvrir les rapports entre les tribus. Euh, la misère qui était encore visible 20 ans après l'indépendance, à un moment, je dis dans mes transhumances que en traversant certains villages, j'ai l'impression que l'indépendance n'est pas encore arrivée. Et là, on est 20 ans après l'indépendance. Peut-être que les choses, certainement, depuis, ont beaucoup changé, mais pour moi, ça a été quelque chose qui m'a frappé, qui m'a bouleversé. J'ai appris énormément de choses, mais comme tout jeune aussi de cette époque, on avait nos folies, on avait nos extravagances, mais on a beaucoup voyagé. J'ai connu pratiquement durant cette période toute la partie est de notre pays. Je dirais de Annaba jusqu'à Ouedsouf, le long de la frontière. Vous savez, marcher le long de la ligne Maurice est quelque chose, c'est une expérience inédite pour moi, hein, et je pense que pour beaucoup de gens. Malheureusement, j'ai pas pu faire long feu à TBSA. Je regagne Alger
au bout de 6 ou 7 mois. Alger, avec laquelle, je le dis, et ceux qui me connaissent et qui ont lu mes transhumances, j'ai un rapport assez ambigu, dans le genre du type je t'aime moi non plus. C'est-à-dire c'est une ville où je me suis rarement supporté dans cette ville, surtout vers la fin des années 70 et début des années 80. Et puis là, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Je n'avais que 24 ans à peine. On me propose un grand projet à Borj Barelich. Et là, l'histoire se termine du premier tome, du premier volume. Elle reprendra. Et alors, ça se termine en quelle année? Je préfère vous laisser parler parce que moi, j'ai lu, mais Décembre 81. voilà, 81. Et ça reprend la suite par ordre chronologique. Hein. Donc, ça reprend dans le deuxième. Décembre 81. Exact. Ça reprend et ça va jusqu'en début de l'année 87. Durant ces 5 ou 6 années que j'ai vécu. Donc là, comme je l'ai dit, je suis parachuté sur un autre projet sur le haut plateau, Borj Barelij exactement. Et jusqu'à présent, quand je revois le film de cette période, parfois je doute. Parfois j'ai des doutes qui soient vrais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, durant les années 70, il y avait un grand programme d'édification et de réédification de ce pays qu'on appelait les tâches d'édification nationale. Il était multisectoriel, il touchait pratiquement tous les domaines, que ce soit l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, l'hydraulique, l'éducation, avec la construction de ces grandes universités que nous connaissons, Houari Boumediene et Constantine. Juste là, j'ouvre la parenthèse. Pour ce programme, l'Algérie faisait appel à des grands bureaux d'études, des bureaux d'études de renommée mondiale, de grandes écoles. Quand vous voyez Algérienne, Monsieur Omar, des BET, des bureaux d'études algériens ou étrangers? étrangers, les bureaux d'études en Algérie étaient en pleine formation. Ils faisaient le maximum d'études, mais par rapport au programme qui était engagé et les projets qu'on voulait lancer, il n'y avait pas suffisamment ni d'architectes ni d'ingénieurs pour encadrer tout ça. Donc, l'Algérie faisait appel à de grands bureaux d'études étrangers. Je cite Oscar Niemeyer, qui est l'architecte de l'université de Constantine, qui est une copie conforme du siège de l'ONU à Manhattan. D'ailleurs, je salue mon ami Aziz Mouet, s'il est là. Dans plusieurs lors de notre rencontre à Constantine, on a abordé ce sujet. Et Oscar Niemeyer, il a également, c'est le maître d'ouvrage de l'université Houari Boumediene, qui, sur le plan architectural, conception, est une œuvre d'art. Il y a d'autres bureaux d'études avec lesquels l'Algérie a travaillé, que ce soit dans le tourisme, un célèbre bureau d'études qui a fait pratiquement les merveilles que nous connaissons, les complexes touristiques d'Oran jusqu'à Alger, dans le sud, Pouillan, qui est très, très connu. Également dans le secteur de l'agroalimentaire, Justement, Monsieur Omar Khenouf, s'il vous plaît, avant juste de passer vers l'agroalimentaire, je reste dans le bâtiment, j'ai une question. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous entendons beaucoup plus par rapport aux BET, enfin par rapport aux bureaux d'études qui sont sollicités par l'Algérie, par l'État,
Généralement, bon, c'était allemand et puis chinois. Il y a beaucoup de bureaux d'études chinois, il faut le dire, et turcs notamment, hein. On voit beaucoup ça aujourd'hui. Moi qui suis de cette génération, je vois beaucoup de Chinois et de Turcs. Qu'en est-il des années 70? C'était de quelle nationalité beaucoup plus? Les Turcs, les Chinois et tout le reste n'existait pas hein, pour nous. C'est Oscar Niemeyer est brésilien. C'est le concepteur de la capitale brésilienne, Brasilia. Je pense que ces œuvres sont je dirais, d'une pertinence unique à lui-même. Il constitue une véritable école. Et Oscar Niemeyer, avec son associé Ricardo Bofill, c'était les amis de l'Algérie. Pouillan, qui est français, a fait des merveilles dans le tourisme. Et puis, les procédures, je dirais les étapes réglementaires à l'époque pour arriver à construire, je pense que les études étaient un projet séparé, c'est-à-dire qu'on faisait un appel d'offres pour faire les études. Une fois l'étude qui passe par l'esquisse, l'avant-projet, le projet est, est retenu, là, on passe à l'appel d'offres de la société qui doit construire. Et généralement, l'Algérie s'arrêtait à l'étude et les constructions étaient confiées à des entreprises publiques. L'université Houari Boumdine, c'est la DNC qui l'a construite. L'université de Constantine, c'est une entreprise algérienne qui a construit cette université avec toute la complexité de l'ouvrage. La même chose, j'en arrive au secteur agroalimentaire, agro-industriel. Les études étaient confiées à un bureau d'études suédois, un géant dans le domaine, qui a introduit avec ses études une technologie de pointe qui n'existait que depuis 15 ou 20 ans dans le monde. Hein. Les coffrages glissants que je développe largement dans le confidence et surtout dans le deuxième, rien n'arrive par hasard. Donc, et tous ces ouvrages étaient réalisés par des entreprises algériennes. Alors, aujourd'hui, il y a quelques années, Excusez-moi, Monsieur Armand Fanouf, de vous interrompre. Excusez-moi, juste une question pour compléter ce que vous disiez justement par Ikralis qui dit est-ce que l'État algérien a fait appel aux entreprises, donc aux entreprises russes? Parce qu'on a parlé des Brésiliens, vous avez parlé, mais en termes de bâtiments, hein, donc là c'est en termes de bâtiments, j'imagine, Ikralis, c'est ça? je Donc est-ce qu'ils ont fait appel aux Russes? Je ne m'en rappelle pas. L'Algérie était un pays en chantier. Je sais que euh, il y a eu création d'une multitude d'entreprises publiques euh, qui ont, qui ont pris en charge la réalisation de tous ces projets, y compris les projets de barrage. C'était une entreprise de grande envergure qui était la Sonacter à l'époque. J'en parle dans le deuxième tome. Sinon, ce n'était que des entreprises publiques. Et on a introduit et maîtrisé toutes les techniques de construction, tous les procédés de construction. Du semi-industriel, table blanche, tunnel, au bidimensionnel, au tridimensionnel également. Et puis on arrive dans certains ouvrages comme les silos et comme les châteaux d'eau à utiliser les deux dernières technologies toutes récentes, les coffrages grimpants et les coffrages glissants. Alors, en parlant juste un peu, on sort un peu de la littérature parce que maintenant On est dans l'économie du pays, effectivement, comme dit Liliane Zar.
Et oui, je la rejoins. Elle vous dit justement, le récit de Monsieur Aoumar Khanouf est un témoignage des années fastes de l'Algérie. Alors, de l'année fastes de l'Algérie alors là, je ne lis pas bien. Alors c'est un pays de tous les possibles. C'est ça. Absolument. Désolée parce que c'est blanc. Voilà, donc où c'était, tout était possible. C'était un grand chantier, effectivement. Donc, En, dans tout secteur d'activité, il y avait une ouverture, justement, il y avait en des résumé, investissements. en Oui. résumé, en résumé, le rêve était permis et on le voyait se concrétiser. Euh, Si je sors du secteur, de mon secteur, le BTP, je vais dans la mécanique. À Rouiba, ils ont construit un camion qui a gagné le Paris-Dakar. Ça, je ne cesse pas de le répéter. À Sidi Bel Abbas, il y a une plateforme qui a produit le premier téléviseur algérien. Les premières chaînes stéréo qui n'avaient rien à envier à tout ce qui était importé. D'ailleurs, un de mes plus grands acquis durant la période célibataire, je dirais, c'est l'achat d'une chaîne stéréo de Sidi Bel Abbas. Magnifique. Je rêve d'en rencontrer une autre pour l'acheter rien que pour me rappeler ces années. Dans mon domaine, il suffit de faire un tour à Sidi Moussa pour voir ce que le ministère de l'Habitat, à l'époque de M. Aouchiche, la plateforme qu'il a construite. Une plateforme immense. C'est une ville dédiée aux bâtiments et à la construction, où il y avait tous les corps d'État jusqu'à une entreprise chargée de la réalisation des espaces verts, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est, comme dit Monsieur Khaled Ali Wahed, c'est nostalgique, effectivement. On ressent cette nostalgie et c'est ce que j'ai ressenti en lisant justement votre ouvrage, Monsieur Omar Khenouf. J'ai appris des choses. Comme vous venez de dire, la chaîne stéréo Made in Algeria, le premier téléviseur, j'ignorais ça. Je ne savais pas que l'Algérie fabriquait à cette époque. Eh oui, mais et justement, il y a depuis euh, 3, 4 décennies un processus d'effacement de la mémoire des nouvelles générations. Et ça, c'est dramatique. Si vous voulez n'importe quoi, une télé, euh, c'est tout sauf algérien parce que ça n'existe plus. Je ne sais même pas si ça se fabrique. Oued Aïssi à Tizi Ouzou, le complexe de l'électroménager qui existait était fabuleux. Euh, C'est-à-dire que la base matérielle pour réaliser un véritable essor de ce pays a été bâtie, elle a été construite. Et puis, je le dis à la fin du deuxième tome, mais rien n'arrive par hasard, euh, il y a, je ne sais pas, un tremblement de terre, un séisme, le début d'une fracture, et puis on arrive euh, à ne plus, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait plus de quoi on est capable. Tout est importé. Parce que les porteurs de projets des années 60-70 s'appelaient Mohamed Dib, s'appelaient Katb Yassine, s'appelaient Assia Dbar, s'appelaient euh, euh, Rachid Mimouni, et ça dans le domaine de la littérature. Il y avait les mêmes personnes dans tous les autres domaines. Quand je me rappelle les gens que j'avais en face, euh, à 24, 25, 26 ans sur le complexe de Bourg-Ridge, c'est les meilleurs spécialistes que l'Algérie n'ait jamais possédés dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est des gens qui réfléchissaient à assurer la sécurité alimentaire pour le pays au minimum sur une période de 2 années. Je l'ai dit quand je suis passé à la librairie Chir, et Madame Farouja Ousmer, qui est là avec nous aujourd'hui,
peut en témoigner. La sécurité alimentaire, c'est rien d'autre que le blé. Vous avez le blé, vous êtes en sécurité alimentaire. Le Soudan est arrivé à un moment à avoir son autosatisfaction. La Syrie également. Mais on sait ce qui s'est passé dans ces pays. Ils ont été détruits. Et, je ne sais pas comment vous dire. C'est toute cette nostalgie de cette période et tout ce qui était possible, et quand on le voit s'évaporer comme ça, et puis qu'il soit effacé de notre mémoire, c'est dramatique. Et l'effort à faire pour combler ce vide, il est énorme. Quand j'ai parlé sur le plan littéraire, mon porteur de projet à l'époque s'appelait Malik Haddad, Sia Jabbar, Mohamed Dib, Rachid Mimouni, Rachid Boujidra. Je ne sais pas quand je peux les énumérer tous et j'ai peur d'oublier certains. Ah, vous avez éveillé la nostalgie chez certains. Il y a Malika Salah qui est vraiment à la nostalgie. Ali le chrétien, pareil. Khaled Ali Wahed. Et je vois que c'est vrai, en lisant votre livre, c'est vrai que votre duologie, on vit l'époque, on vit ce moment, mais on se pose la question, qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les autres nations se développent, les autres nations avancent, or que nous parlons avec regret justement de l'avancement de l'Algérie dans le passé. Donc c'est vraiment, on marche sur la tête. Hein. C'est ça la question que je me pose. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens, beaucoup de monde sur cet aspect. Vous savez, une des caractéristiques du sous-développement, c'est la prolifération des activités tertiaires. Les activités tertiaires, c'est le commerce, les petits services, c'est tout. Mais tout ce qui est primordial pour un pays, pour construire une économie solide, bâtie sur la production. Et c'est là toute la différence. Qu'aujourd'hui, nous sommes revenus à un stade, je dirais, de sous-développement qui fait peur. Parce que nous ne savons plus qu'une chose, c'est importer de tout au détriment de la production nationale. Je ne dis pas que la production nationale était au top dans les années 70, mais au moins il y avait une base qui a été construite et sur une base, on peut s'élever, améliorer tout le service. Dans le tome 2, 82, je parle d'une fameuse épopée de l'équipe nationale algérienne de football. Je lui consacre un très long chapitre. S'il y a des enseignements à tirer de cette équipe nationale, la première des choses, 99% des sélectionnés, des capés algériens, sont issus des clubs nationaux. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute leur classe dans des clubs comme le Mouloudia, l'USMA, le CRB. Il n'y avait que 3 professionnels qui ont été appelés en renfort. Je me rappelle Dahleb Kourichi. Et le 3e, il a commencé d'abord ici avant de partir en professionnel en Belgique. Et quand l'équipe nationale est arrivée en Espagne, ils étaient vêtus avec des costumes made in Sonitex et les tenues avec lesquelles sont rentrés et battus l'Allemagne étaient made in Sonitex. Aujourd'hui, c'est Puma, Adidas ou je ne sais pas quoi, et 99% des joueurs sont des professionnels qui ont été formés par des écoles de football européennes.
Ça, c'est juste pour faire l'analogie. Hein. Je dis, c'est juste mesurer le niveau de régression, même dans le sport. Parce que dans le sport, il n'y avait pas que le football. On a commencé à avoir des médailles olympiques, des champions du monde, mais qui ont été formés au 5 juillet à Constantine, Hassib Abdel Mourqa, Morsli et tout. Et ils ne sont pas venus, ils n'ont pas été formés ailleurs que dans leur propre pays. Donc, ils représentent, pour moi, ils représentent la consécration de années d'efforts, de travail, de persévérance et de sérieux. Voilà la différence entre cette époque et rien que sur le domaine du sport. C'est la même chose dans la construction, c'est la même chose dans la mécanique. Qui cherche aujourd'hui à acheter un camion de Rouiba? Personne. Quand on construit, on fait appel à toutes les nationalités jusqu'à aujourd'hui. Si les Chinois ne construisent pas, on n'habite pas. Et c'est valable partout. S'il y a un seul ouvrage en Algérie qui aurait peut-être mérité qu'on fasse appel à une société étrangère, c'est Riyad el-Fateh. C'est le fameux Hubble qu'on appelle, qu'on nomme ainsi. Parce qu'il y avait deux technologies, même je dirais trois nouveautés, trois techniques. Des fondations désolidarisées, des fondations en rotule et les coffrages grimpants. Quoi que sur les coffrages grimpants, les sociétés algériennes commençaient à s'intéresser. On a même construit un très bel ouvrage à Rouiba, un château d'eau en forme de sablier. C'est un petit chef-d'œuvre et je dis, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. Donc, ces années-là, et comme je dis, je la reprends. Oui, oui, monsieur Armand. Oui. Alors, il y a Amrouche Malek, alors Amrouche Malek, notre écrivain Amrouche Malek, qui dit l'équipe nationale de handball, 5 fois championne d'Afrique, sous la tutelle de Aziz Derouaz, c'est ça? Aziz Derouaz. Voilà, donc 5 fois championne, l'équipe nationale de handball. J'ai pris dans mon livre, j'ai pris l'exemple de l'équipe de foot, c'est le sport roi. Mais on se souvient de cette épopée de l'équipe nationale de hand. 5 fois d'affilée championne d'Afrique. Elle a participé à 5 ou 6 championnats du monde. J'ai cité l'exemple de Boulmarka et de Morsli, mais il y a un tas d'autres champions. Je pense que la première médaille algérienne a été obtenue aux Jeux méditerranéens d'Izmir. Une seule médaille de bronze. Mais les Jeux méditerranéens suivants, c'était la liesse au 5 juillet qui se construit en 75. C'est quelque chose d'extraordinaire. Avec la médaille d'or de Rahoui, la médaille d'or en foot, judo, et c'est que moi j'habite à côté de ce complexe. Donc, pratiquement un instant épopée. On ressent cette nostalgie parce que dans votre roman, dans vos romans, hein, vos deux romans, vous avez englobé, mais vraiment tous les secteurs d'activité. C'est ça ce qui est passionnant. Et je recommande fortement que ces livres soient mis entre les mains des jeunes. Parce que sincèrement, c'est une, j'ai envie de dire, encyclopédie nationale. Parce que là, on retrouve, c'est fluide quand on lit. Je comprends que les jeunes d'aujourd'hui ont cette flemme de lire les classiques ou les livres, on va dire un peu plus hard, hein, plus durs et tout. Donc ça, c'est écrit intelligemment. Hein. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est écrit intelligemment. Ce n'est pas une biographie, mais ça va toucher tout le monde. Et surtout, si je mets ces livres, cette duologie entre les mains des jeunes, il va y avoir certainement une prise de conscience. C'est ça, ma perception de la chose. Je l'espère. C'est très élogieux. C'est très élogieux pour moi. Et sincèrement, je ne pense pas mériter autant d'éloges. J'ai essayé d'écrire
sincèrement et de manière honnête et très proche de réalité ce que j'ai vécu. Mais quand je lis, moi, des gens comme, par exemple, je cite un exemple, Monsieur Ahmed Bakeli, euh, éminemment inconnu, un illustre inconnu, qui a écrit une pépite d'or. Pour le moment, il y a une duologie, mais c'est en attendant le troisième pour faire une trilogie euh, sur une période que j'ai vécue au Sud. Et quand j'ai lu le livre de Monsieur Bakeli, j'ai compris que Quel a été le titre, Monsieur Omar Khanouf, le titre de Monsieur Ahmed Bakeli? la voyageuse, La voyageuse. la Très bien. voyageuse. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais invité par le journal El Moudjahid à publier, parce que sur ma page Facebook, j'ai commencé une aventure sans savoir où est-ce qu'elle allait me mener. Pour encourager les gens à lire, et ça me faisait plaisir. J'ai créé une page qui s'appelle Mon instant littéraire. Je choisissais un roman que je lisais, je faisais un retour de lecture sans le résumer pour laisser au lecteur de le découvrir. Et quand Ça l'appelle de nos jours les chroniques, Monsieur Omar, hein. Donc les retours de lecture, de nos jours, on les appelle les chroniques littéraires. chronique littéraire, c'est-à-dire juste pour me positionner. Moi, je suis pas un homme de lettres. Je n'ai aucun instrument. Je n'ai aucune formation dans ce sens. Vous pouvez l'avoir. Et Moi, pourtant, votre- oui, oui. Et pourtant, vous avez vos écrits sont super bien structurés, hein. Vous dites que vous n'êtes pas un homme de lettres, mais il ne suffit pas de lire la littérature, il suffit de lire beaucoup quand je vois la bibliothèque immense qui est derrière vous, hein. Donc là, je pense que vous êtes aussi un grand littéraire, Monsieur Omar Khanouf. euh, Là, on me souffle à l'oreille que ma bibliothèque ne m'appartient pas totalement. En partie, elle appartient à madame, hein. Ça, je vous le dis. euh, Alors, ce qui appartient à madame, raison de plus. hmm. Donc, ce qui appartient à madame vous appartient et vice-versa, puisque vous parlez de madame dans votre roman. Et, euh, et c'est ça ce que j'ai aimé. Oui, je vais lire le passage, ne vous inquiétez pas, je vais le lire. Et c'est ça ce que j'ai aimé, c'est que il y a l'économie, il y a l'histoire. Vous parlez aussi des moments rudes, des moments difficiles dont l'Algérie, par laquelle l'Algérie est passée. Vous parlez de l'économie du pays et vous parlez de votre vie dans tout ça. Et vous dans tout ça, dans cette vie, justement dans cette ville, dans ce pays. Ce qui est fabuleux, ce qui est fantastique, c'est que vous avez pu faire un cocktail dans votre écrit, mais vraiment un vrai cocktail. Smoothly, vous avez pu le mettre, l'écrire d'une façon harmonieuse. Comment est-ce que vous avez pu faire ça, écrire ça, monsieur Armand? Je- franchement parler, je n'en sais rien. J'ai commencé, d'abord, j'ai retrouvé des archives. J'ai écrit un recueil de poèmes il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, qui n'était pas uniquement dédié à la gazelle, hein, la gazelle de la Mutidja. Mais des poèmes assez engagés. C'était des poèmes, on vivait dans cette époque avec cet engagement et je traduisais mes ressentis dans des poèmes que j'ai jamais eu la prétention de publier. Donc, j'écrivais pour moi, pour mes amis, pour elles, pour ceux qui adorent la poésie, parce que j'ai commencé à écrire des poèmes parce que c'est la poésie que j'ai aimé d'abord dans la littérature. Au lycée, avec toute cette belle poésie anti-islamique, les Mu'allaqat, les Antar ibn Shaddad, Khansa, Mur'ul Qais, Zohair ibn Abi Selma, et je les retiens pas tous, qui étaient sublimes.
est magnifique. Et ensuite, cette période des années 70, là, c'est Mahmoud Darwish qui arrive, et pas que Mahmoud Darwish, Marcel Khalifa. Je pense que c'est une paire qui est née pour que l'un écrive et l'autre chante ce que l'autre a écrit. Je pense qu'il n'y a pas plus beau poème d'engagement que Mona Delon, et je ne pense pas qu'il y ait plus beau poème d'amour que Rita. Ça, c'est sublime. Et nous avons toujours cette chance d'avoir vécu cette période. Je dirais, cette chance et malchance. Hein. Malchance, je vais le dire plus tard. Pourquoi malchance? De recevoir Marcel Khalifa presque une fois par an. Et c'était à Ben Akhnoun, au centre familial où habitait un certain Katb Yassine, un certain Mohamed Khadda, une certaine Yamina Meshakra. Et dans ce centre familial se produisait Marcel Khalifa. Et je ne sais pas combien on était, des milliers, à scander avec lui ces chansons qui m'ont marqué. Et dans la poésie, j'ai connu ensuite, je vous montre, Nordin Abba, Gazelle après minuit, la Toussaint des énigmes, le chant perdu au pays retrouvé, et là, une autre, c'était du théâtre, la récréation des clowns, mais ça concerne un épisode très douloureux de notre histoire, avec les hordes de Bijard, d'Ossarès, que lui, il a superbement traduit en pièces de théâtre. La même période, je fais connaissance avec un autre géant, l'Addi Flissi, qui écrit des chroniques, qui écrit majestueusement bien. Et quand j'ai dit tout à l'heure, j'étais invité par le journal Moudjahid à publier mes chroniques littéraires, j'avais en tête une chose, c'est que dans les colonnes d'El Moudjahid, l'Addi Flissi publiait ce qu'il appelait les chroniques du temps qui passe. Et l'Addi Flissi, qui est médecin qui a connu une fin atroce, qui a été assassiné, c'est pour moi, à un certain moment, j'ai dit que l'Algérie s'arrête avec l'assassinat de ces personnes. Hein. Pas que l'Addi Flissi, c'était une suite. Tahar Djaoud, entre autres, Rabbi Yarhamoun, c'était une période douloureuse. Et c'est que ces gens-là, ils étaient là à côté de nous, on pouvait les connaître, on pouvait les croiser, on pouvait aller à la Casbah, se faire consulter chez l'Addi. Et Tahar Djaoud, je ne sais pas, c'est un digne continuateur, c'est un des premiers relais de nos plus belles plumes qui ont mis la littérature algérienne sur orbite. Pour moi, je dis qu'elle est dans l'universalisme, elle est sur orbite. Et pour citer cela, quand on revient un peu à la littérature, Justement, revenons à la littérature. Ce que vous venez de nous citer, ce sont les livres qui vous ont marqué, hein, c'est ça. Ce sont, pardon? Au fer rouge. D'accord, carrément. C'est ça ce qui vous a marqué. Étant étudiant, je veux dire à l'époque où vous étiez étudiant, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Oui, parce qu'avant, quand on était au lycée, on nous distillait cette littérature du siècle des Lumières sans nous dire tout. Hein. Zola, Maupassant, Baudelaire, Éluard, Verlaine, tout ça, je les ai lus parce que c'est ce qu'on pensait, l'ancienne littérature qui existait en Algérie.
on avait Victor Hugo au programme, mais on ne nous disait pas, par exemple, que Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a applaudi la colonisation de l'Algérie et qui a dénoncé la Commune de Paris, la révolution de 1789. Ça, ils ne nous le disent pas. C'est une très belle plume. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui est le plus lu à travers le monde. C'est un géant. Mais moi, Algérien, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choqué parce qu'on ne peut pas. Que j'ai su, j'étais très déçue, hein, parce que j'ai beaucoup aimé la plume de Victor Hugo, mais lorsque j'ai su, hein, d'accord, on lit Notre-Dame de Paris, hein, le chef-d'œuvre, et donc il y a une déception, bien sûr. Par contre, de Jules Vallée, on en parle très peu, parce que c'est lui qui a écrit L'Insurgé, Le Bachelier, et c'est un des rares qui se sont opposés à ce courant littéraire français du 19e siècle. Et euh, quand j'étais, donc, une fois qu'on a commencé à percevoir une petite bourse, on se sentait autonome. رجال كبار on passait par ces librairies d'Alger et Dieu seul sait combien il y en avait à commencer par celle de la rue Charas, la rue Hamani actuellement, la librairie Dominique, et ensuite il y avait toutes les autres librairies, la librairie du parti qui n'existe plus, qui est juste au-dessus de l'hôtel il y a la librairie de la SNED 54. C'est incroyable ce qu'il y avait comme librairie en Algérie et que malheureusement la majorité maintenant ils vendent soit des sandwichs, soit des survêtements ou des souliers. Dans cette librairie, je fais connaissance avec Malik Haddad. Je t'offrirai une gazelle. Et à sa lecture, je suis parti à la recherche de tous ces œuvres. Avec le temps, j'ai appris qui est M. Malik Haddad. Parce qu'en plus de lire ses livres, il faut lire les essais qui lui ont été consacrés et qui expliquent très bien comment il écrivait, ce qu'il ressentait. Parce que Malik Haddad a écrit durant la guerre de libération nationale. C'était sa manière de contribuer. Il était militant également du FLN. Et en 61, il publie son dernier roman. Justement, je t'offrirai une gazelle. Auparavant, il avait publié La dernière impression, L'élève et la leçon, Le quai aux fleurs ne répond plus. Je fais peut-être confusion sur le dernier, je pense que c'est Le quai aux fleurs. Le dernier, je pense, c'est Le quai aux fleurs qui ne répond plus. Et Le dernier, Le quai aux fleurs ne répond plus, tout à fait. Et les deux premiers, c'était deux recueils de poésie, Le malheur en danger, Écoute et je t'appelle. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai mis la main sur un essai magnifique qu'il faut lire, Les héros tournent en rond. Inconnu, inconnu. Si ce n'était pas parce que je considère que Malik Haddad m'a fait découvrir la littérature algérienne et à partir de Malik Haddad, j'ai connu tous les autres de son époque. Dib, Djabbar, Mimouni et toute la suite. J'ai même découvert leur précurseur que j'appelle Monsieur Ali Hammami, qui a publié un roman magnifique, je dirais, un roman sublime que normalement tout Algérien doit lire, qui s'appelle Idriss, qui parle Idriss, qui parle de cette, Ali Hammami, il est né, je crois, au début du XXe siècle, 1906, je crois, et qui est mort en 1949. Et les 50 ans de sa vie, c'est pratiquement un témoin du début de l'effondrement du colonialisme.
lui, il voyait déjà que le colonialisme, il est en train d'agoniser, ce qui est arrivé chez nous 50 ans plus tard. Il écrit dans ce magnifique roman qui s'appelle Idriss, dont très peu de gens savent qu'il existe d'abord, qui n'est pas du tout enseigné à ma connaissance. J'ai appris qu'il y a à l'université de Tiaret un spécialiste de M. Ali El-Hammami que j'aurai certainement l'occasion de rencontrer. Donc, c'est à partir de Malek que j'ai connu tous les autres, y compris Nordin Abba, y compris l'Adi Flissi, et puis, un moment, quand la responsabilité commençait à me submerger, j'ai un peu, je dirais, divorcé de la lecture avant de reprendre quelques années de manière plus intense. D'accord, Voilà. de manière intense. Alors, ce que je vois, c'est que même si vous étiez dans le technique, hein, vous étiez quand même un technicien dans le bâtiment. Ah, Idriss, oui. Voilà. Idriss de Ali Hammami, c'est ça? C'est ça. Hammami. Alors, d'après ce que je comprends, ce que je vois, c'est que vous étiez dans le technique, Monsieur Omar Khenouf, vous étiez dans le bâtiment, mais en parallèle, vous étiez un autodidacte de la littérature. Vous n'avez pas été dans une école de lettres, mais vous avez lu justement ces anciens, ces chefs-d'œuvre algériens et occidentaux aussi. Je le dis toujours, Oui. je dis toujours que lire, c'est déjà écrit. Ça, je ne Oui, sais pas où je l'ai appris. ça Euh, écrit, effectivement. Alors, la, la littérature, avant la technique, avant le bâtiment, la littérature était mon premier amour. Donc, on a commencé à lire très jeune. À l'époque, c'était bande dessinée, ensuite les polars, ensuite on a commencé à toucher un peu au classique, et on a commencé à toucher aussi à l'idéologique, à commencer par lire Marx, Lénine, entre autres. Donc, et puis, on a commencé, on a découvert la littérature algérienne. Et c'était parti. Mes lectures, aujourd'hui, sont 90% algériennes et 10% étrangères. Dans les 90%, sans parler de cette génération d'or euh, euh, qui a commencé, qui a écrit la guerre d'Algérie, qui a commencé ensuite, qui a commencé à écrire l'indépendance de l'Algérie, et avec tout ce qu'ils commençaient à ressentir, comme eux, ils étaient plus éclairés que nous, bien sûr. Quand je lis Le fleuve détourné de Rachid Mimouni, c'est déjà euh, on sait que le fleuve a été détourné pour aboutir là où nous sommes aujourd'hui. Et, et ces dernières années, je suis vraiment euh, très content, très heureux de voir cette profusion de plumes, aussi belles les unes que les autres. Il y a quelques années, peut-être 7, 8 ans, ou peut-être un peu plus aussi là, il y a une jeune poétesse, je me rappelle du nom de famille qui s'appelait Cha'lal, et le prénom, je l'ai oublié, ça va me revenir peut-être, qui a écrit un très beau recueil de poésie. Elle n'avait que 16 ou 17 ans. Je me rappelle du titre, c'est Comme un souffle sur ma nuque. Ça, je m'en rappelle. Et pour arriver quelques années plus tard à Moïse Farhi à 17 ans qui publie à 19 heures Mon amour, c'est un autre type, passant par tout ce que l'on connaît aujourd'hui. c'est Sabine Chalal, hein, la poétesse de 16 ans, c'est Sabine Chalal, hein, c'est ça. Voilà, Merci, Roche voilà, Malek, pour le rappel. voilà. Euh, et
Alors, je vois, Monsieur Omar Khanouf, qu'on parle de la littérature contemporaine, la littérature qui est de plus en plus diversifiée et colorée hein, sur le marché algérien. C'est très beau. On voit vraiment de plus en plus d'auteurs, de plus en plus d'écrivains et écrivaines. Revenons à vous maintenant, parce que vous faites partie des nouvelles découvertes hein, sur la scène littéraire, il faut le dire. Revenons à vous. Vous avez assez parlé des autres et on va revenir. Voilà, vous êtes tellement modeste que vous vous oubliez. Alors, Omar Khanouf, vous faites partie justement de ces écrivains qui marquent. Quand on lit votre ouvrage, ça ne passe pas inaperçu. Vous savez que ça m'arrive de lire des ouvrages, je les oublie ensuite, par la suite. Mais vous, on se rappelle de ça. J'ai envie de vous dire que vous avez évoqué plusieurs thématiques. Hein. Vous avez évoqué la thématique économie, l'économie du pays, donc la construction, l'agriculture, le sport, etc. Hein. Tout ça, ça fait partie de l'économie. Vous avez parlé de vous en tant qu'employé dans une entreprise. Vous avez parlé du managerial skill. C'est ça ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez parlé du style managérial à l'époque, comment c'était. Vous avez parlé du respect de la hiérarchie, vous avez parlé des entrepreneurs, des directeurs, de vos collègues notamment. Il y a un petit passage ici, et après j'aurai une petite question. On parle du deuxième tome, Rien n'arrive par hasard, Oui. ou Rien n'arrive, la page 53. Et vous dites, après son départ en retraite, mon hôte s'isola sur sa montagne et se mit à écrire l'histoire de la Qal'a des Het Abbas depuis sa naissance jusqu'à la nuit de la Toussaint. Pour ce faire, ses ancêtres empruntèrent le seul chemin qui mène à ce nid d'aigle, le chemin de traverse. Sous cette apparence toute simple, Tajgout cachait toute une trame d'événements qui avaient déterminé le choix de son site particulier et façonné son aspect. Écrira-t-il, elle façonnera le chemin de ma repentance. Est-ce que là, vous parlez de vous réellement? Parce que quand vous parlez d'Aktout, moi je pense que vous parlez de vous. Hein. Donc, il se isola sur sa montagne et se mit à écrire. Est-ce que vous parlez de vous après la retraite, Monsieur Omar Khanouf? Il y a il y a un peu d'anticipation dans ce chapitre. La Qal'a, quand je l'ai connue quelques années plus tard, a produit sur moi cet effet, hein, cet effet. Quand je parle de repentance, c'est que la repentance, ce n'est pas un acte, un seul, et puis ça y est, on se repent de tout. On se repent toujours de quelque chose parce qu'au fond de nous, il reste, qu'est-ce dit, quelques démons qui sommeillent. Et quand j'ai connu la Qal'a quelques années après, euh, j'ai utilisé cette métaphore pour parler de mes repentances. Parce que ce bonhomme dont je parle existe réellement. Et ce livre, Chemin de travail, de traverse, il a été publié chez Casbah Éditions. Et nous avons échangé énormément de, euh, entre nous, c'est-à-dire l'auteur de ce livre, je le cite, Khaled Graba, j'ai retrouvé dans Sakla, j'ai ressenti beaucoup de choses que je ne ressentais que très jeune. C'est-à-dire quand je parle de cette petite mosquée toute modeste et les gens pleins d'humilité, c'est ce ressenti que j'avais dans les années 60 auprès de mon père quand nous emmené faire la prière avec lui à la fameuse mosquée de Chevalier. Et par la suite, qui ne connaît pas la mosquée de Chevalier, ce qu'elle est devenue, ce n'était plus la même religion, ça, je vous le dis. Donc, dans cette cas-là, j'ai senti la religion de mon père, celle véritable, où les gens
je dirais, se prosterner à Dieu et non pas à des émirs. Ça, c'est juste pour ne pas partir dans le débat sur cet aspect qui est très douloureux. J'en parle dans le premier temps, mes transhumance, parce qu'on pense que la violence s'est installée à partir des années 90 avec l'arrêt du processus électoral. Maintenant, la violence intégriste a commencé beaucoup plus tôt, beaucoup plus avant, déjà dans les années 70. L'événement que je raconte qui s'est déroulé à Ruba dans notre institut est véridique et la victime de ceux qui nous voulaient du mal existe, vit encore et c'est un ami. Et ensuite, je parle de l'assassinat de Kamal Hamza, Rabbi Rahmou, dans une cité universitaire qui est située à 200 mètres de chez moi, à Ben Akhnoun. Et moi, je suis un enfant de chevalier, même si je suis né à Bouzaria. Donc, et par la suite, il s'est passé beaucoup de choses. Dans le deuxième temps, je parle des événements de Constantine. C'était dramatique, c'était le chaos. Et tout ça parce que des professeurs et des étudiants étaient sans cesse agressés par les intégristes. Et, et par la suite, parce que la violence n'était pas qu'intégriste. Également, ce qui s'est passé à Burj Mariri au début 87, des émeutes qui ont plongé la ville dans un état de chaos durant 3 jours, où tout a brûlé, tout a été calciné, si ce n'est l'intervention des hommes sages de cette ville, peut-être que les morts auraient été comptés par dizaines. Et ça, même si elle n'a pas été provoquée par les islamistes, par d'autres terroristes dont je parlerai dans le troisième. Parce que ça, là, on arrive vers la fin. Donc, écrire. Je vous dis, je n'oublierai jamais cette nuit-là. Cette nuit, voilà. Je n'oublierai jamais cette nuit. Oui. Impossible. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on avait la chance de vivre cette période, mais aussi la malchance de l'avoir vécue, là, je dois m'expliquer, parce que si nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont vécu la colonisation de bout en bout, je pense que mon grand-père est né durant la colonisation, il est mort durant la colonisation, il n'a jamais vu le pays libéré. Mon père a eu la chance d'arriver à l'indépendance, mais qui est mort quelques années plus tard. Et puis, maintenant, nous arrivons dans un pays libre, indépendant. On avait beaucoup d'espoir. Tous les rêves étaient permis. C'était la liesse et c'était l'enthousiasme, c'était l'engagement. Et puis, il y a cette fracture qu'on arrive à vivre la calamité des années 90, où quand on sort de chez nous, on n'est jamais sûr de revenir. Nous, à chaque fois qu'on sort de chez nous, nous. Et même quand on est sorti de cette période, on avait encore l'espoir que ça allait redémarrer sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'on tire les leçons du passé pour rectifier le tir, pour aiguiller le pays vers son essor avec toutes les richesses que nous avons. Et malheureusement, on assistait chaque jour à la mise à mort de tout ce qui a survécu de la période des années 70-80, de ce boom. Si on veut acheter un camion, on achète chinois, Herbil, etc. Si on veut acheter un peu, on achète toujours chinois. On achète. C'est-à-dire qu'on est arrivé, même sur le plan
tous les plans sans faire quand, malheureusement, on dit qu'on ne fait pas de politique, mais tout est politique en réalité. Tout est politique. Donc, on a, on a on a acculturé les Algériens, on a détruit tout ce qu'il y avait de bien et de valeur dans ce pays, ou plus rien. حاجة ما تبشر للخير quand on arrive à la fin à faire d'un homme d'État plus qu'un prophète, je pense qu'on a dépassé le ridicule, on a dépassé tout ça. Et puis, à longueur de journée, les, comme je dirais, les maîtres de notre destinée nous insultaient en direct, etc. Et tout ça a fait que, un moment, on se dit, et si je dois raconter des choses, c'est ça ce que je raconte. On a vécu devant mon moment. Et puis, Vous avez vécu, justement, vous avez eu la chance de vivre de bons moments, la belle époque. Justement, on retrouve de la douceur aussi, hein. Parmi tout le chaos qu'il y avait aussi, on retrouve de la douceur, il faut le dire, dans votre livre. Ma question, parce que j'ai deux autres questions. Ma question pour vous, Monsieur Omar Khanouf, vous parlez justement de l'état économique du pays, de l'organisation globale, hein, comment c'était dans le pays, en évoquant plusieurs secteurs d'activité. Qu'en est-il justement au sein des entreprises? L'organisation au sein des entreprises, vous qui étiez un ancien technicien dans le bâtiment, vous avez travaillé avec des professionnels. Comment était justement l'organisation au sein des entreprises? Comment étaient les professionnels durant cette période? Comment étaient les managers ou les patrons ou les directeurs pendant cette période? je dirais que je dirais que nous étions que des entreprises d'État. Nous avions ce qu'on appelait à l'époque une gestion socialiste des entreprises. Le partenaire social n'était pas que syndicat, il était co-gestionnaire. Mais je pense que c'est l'interprétation, la mauvaise interprétation de ces textes, et puis l'apparition d'opportunistes de tous bords au sein de cette organisation. Je laisse de côté cet aspect parce que c'est un aspect qui est assez douloureux. J'en parle de ce que j'ai enduré avec des syndicalistes à TPSA, à Bordeaux-Bouarij, la même chose. Ailleurs, également, jusqu'à la fin, quand le partenaire social n'était plus géré par la GSE, mais par la loi 90-11 et la participation. La fameuse loi 90-11 qui, du mois d'avril, qui ne veut toujours pas changer, hein, Monsieur Ahmad Khanouf. Cette loi 90-11, ça Et toujours. puis, Hein. il y a eu une brèche, un espoir, une éclaircie avec les réformes engagées par Hamrouche. La création, la transformation des entreprises en sociétés par action dans le capital social est détenu par un holding. Ça, c'est la première phase. Mais dans la deuxième phase, je vous invite, pour bien comprendre aussi ces réformes, je vous renvoie, et ça, je ne fais pas exprès, il était là, à un autre ouvrage d'un grand monsieur, Abdelrahman Haj Nasser, La martingale algérienne, qui explique un peu ces réformes qui nous ont donné un peu d'espoir avant la mise à mort
pur et simple du secteur public. Ne subsistent que certaines entreprises dont la dissolution aurait peut-être provoqué un séisme et touché même, faire tomber un gouvernement. Sans citer les entreprises, Hado, elles avaient un effectif tellement important, 10, 12 000 travailleurs dans le secteur du bâtiment et qui auraient pu avoir des conséquences très graves. C'est-à-dire, je pense que dissoudre ces entreprises, parce que sur le plan des résultats ou du bilan, elles n'étaient pas mieux loties que beaucoup d'entreprises qui ont été dissoutes. Simplement, ça, c'est des entreprises moyennes qui avaient 2000, 2500 travailleurs. Facile à dissoudre avec tout l'arsenal qui était à l'époque opérationnel, les départs à la retraite anticipés, les départs volontaires contre indemnisation. Donc, c'est un peu avec tout ça. Imagine quand ils ont commencé à appliquer les départs volontaires. C'est les meilleurs cadres des entreprises qui ont préféré quitter pour aller s'expatrier, s'exiler et travailler ailleurs. Je dirais, ce n'est pas la mais beaucoup sont partis. Il ne restait que ceux qui n'avaient pratiquement que très peu de chances de pouvoir rebondir ailleurs. Donc, je reviens aussi donc à la question, la qualité des dirigeants des entreprises. Je vous assure qu'à un certain moment, dans les années 70, début 80, être directeur général d'une entreprise, c'est être ministrable. C'est des géants, c'est des gens dont le nom retentissait dans les couloirs. J'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux et j'en garde un très bon souvenir parce que ils avaient ce qu'on appelle la notion d'entreprise, la notion, je dirais, de pérennité de cette entreprise par la formation des jeunes. Beaucoup de jeunes, début des années 80, peut-être avaient encore des dents de lait. 10 ans après, ils se retrouvent à la tête d'entreprise grâce à ces gens qui leur ont fait confiance. Mais malheureusement, ce n'est pas général. Et puis, avec le crash de 85, la baisse drastique des revenus du pétrole, les plans de charge qui rétrécissent, les paiements qui se font rares, les entreprises ont fait les frais de cette politique. Voilà. Franchement, c'est très clair. Et oui, ça résume un peu. On comprend. Il y a aussi la différence entre cette époque dans les entreprises et aujourd'hui. Hein. On voit vraiment le gap qu'il y a. C'est pour ça que je me dis, même les jeunes salariés d'aujourd'hui, les employés doivent aussi lire vos livres, hein, parce qu'il y a beaucoup, ça parle beaucoup d'entrepreneuriat, ça parle beaucoup de. Je voudrais bien. Je Oui, oui, voudrais bien. il y a une certaine prise de conscience quand on lit votre livre et surtout on se compare. C'est ça l'héritage que vous avez vraiment, que vous allez laisser. Hein. Quand on écrit une œuvre, c'est un héritage qu'on va laisser pour plus tard. Vous avez utilisé le mot juste qu'il faut. C'est la prise de conscience de soi. C'est-à-dire savoir qui on est, de quoi on est capable, et à ce moment-là, le reste devient aisé, avec tous les obstacles qu'il y a, mais quand on est conscient de ses limites, conscient de ses capacités, là, on peut éviter toute prétention. Je vous assure que j'en connais beaucoup qui ont refusé des postes de responsabilité très très haut placés parce que ils savaient qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ça c'est de l'honnêteté. Hein. J'en connais beaucoup. Je connais même un major de promo de l'École nationale polytechnique parce qu'il refusait tout
compromission, tout compromis pour survivre. Il déchargeait des sacs de sucre de Rabarab au port. Il faisait le manutentionnaire pour passer le moment difficile avant de rebondir. Et aujourd'hui, ce bonhomme, il est à la tête d'un projet, et je dirais pas un projet d'État, la réhabilitation d'une ville africaine. Je vous le dis pas où c'est, mais c'est un programme colossal et il est le patron de ce projet. Je connais d'autres qui sont partis aux États-Unis, qui sont bien réussis, notamment quelqu'un qui fait professeur de mathématiques à la Silicon Valley. Et d'autres qui ont réalisé des projets en France sont devenus des chefs de projet. Donc on ne peut pas imaginer, c'est tellement grand. Je dirais que c'est malheureux, nous n'avons pas perdu qu'1,5 million de shahid durant la guerre de libération, on a perdu des centaines, des milliers de cadres à cause de la mauvaise, c'est-à-dire, je dirais pas la mauvaise, l'inconscience du changement de politique brutal qui est arrivé en 89 et 90 et ce qui s'en est suivi cette décennie, et puis ensuite tout ce qui s'est passé ensuite, la désintégration du tissu industriel du secteur économique algérien pour le livrer à des gens qui ne connaissaient qu'une chose, c'est import-import. Effectivement, tout à fait. Il y a alors Mohamed El-Kurti qui dit le monde de l'entreprise, l'histoire intime et l'histoire des années troubles de l'Algérie. Effectivement. Et Ikrali qui dit c'était la fuite des cerveaux. Donc ce que vous venez de dire, effectivement, c'était la fuite des cerveaux. Hein. Je salue Mohamed El-Kurti. J'apprécie énormément ce qu'il a écrit, rencontré. On partage l'âge, cette période qu'il a vécu également, mais dans l'enseignement, je pense. Et voilà, donc, quand j'ai dit tout à l'heure que nous avons la malchance d'avoir vécu ces années, parce que généralement, on sort du tunnel, on sort des années sombres, des années de braise, pour aller vers la prospérité. Et nous, c'est l'inverse. Et nous, ce qui est arrivé, c'est un peu l'inverse. On a vécu des années extra, tous les rêves étaient permis, et ensuite, nous n'avons plus droit qu'au cauchemar. J'espère du fond du cœur que cette prise de conscience de soi, de ses limites, d'abord, sur tous les plans, tous les domaines, et que nous étions, je dirais, nous étions patriotes, nationalistes malgré nous, parce que c'était l'entreprise qui voulait, c'était la politique qui voulait. C'est-à-dire que, et puis c'était toute notre éducation qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, les références, c'est pas du tout ça. Les références, c'est l'enrichissement facile, les activités tertiaires et tout ce que le moindre effort. Mais avec ça, on ne bâtit pas des nations. On ne bâtit pas des nations. Donc, j'espère, je pense, je suis toujours optimiste. D'ailleurs, on me l'a toujours reproché d'être trop optimiste. Parce que sans optimiste, il vaut mieux partir, je dirais, sans espoir. Il vaut mieux. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Absolument, monsieur Omar Khenouf, si je vous donne une carte blanche par rapport à l'état actuel, hein, donc on parle de l'état économique. J'en serais bien incapable. Oui, pardon? J'en serais bien incapable. Non, je voulais dire, si je vous donne carte blanche par rapport à tous ces secteurs, bien sûr, il y a plusieurs secteurs d'activité, vous commencerez par lequel? Parce que nous avons le secteur
scolaire, enfin éducatif, le secteur sportif, l'économie. Vous commencerez par lequel? Puisqu'il y a beaucoup à faire apparemment, hein. Il y a du pain sur la planche. Beaucoup à refaire, j'ai envie de dire. Rétablir, rétablir la confiance. Entre qui et qui? On a compris. Je veux plus de précision. Je pense que la confiance, c'est le plus grand chantier qu'il faut mener dans les années à venir. C'est-à-dire que nos jeunes ne doivent plus penser à la harga, mais qu'ils doivent faire confiance en leur pays, travailler, construire un avenir. La première des choses. Les décideurs, les décideurs doivent faire confiance en leurs concitoyens, en leurs citoyens, et leur permettre de construire ou de reconstruire ce que nous avons perdu, qui n'est pas irrémédiable, parce qu'on peut toujours récupérer ça. Et j'ose le dire, que le secteur privé national ne soit pas uniquement un secteur privé dans. J'ai vécu, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Quand je dis entrepreneurs, c'est tout secteur confondu, qui ont fait d'excellentes choses, qui ont fait des choses magnifiques. Je cite un exemple. Là, il y a une cimenterie du côté de Biskra qui actuellement, avec d'autres cimenteries, ont été la locomotive pour transformer toutes les cimenteries d'État qui existaient. Je parle du ciment parce que c'est je pense que c'est le matériau de base du secteur où j'ai grandi, où j'ai fait presque toute ma carrière. Il y avait un certain nombre de cimenteries construites dans les années 70, pendant du temps de Boumediene, et une ou deux peut-être du temps de Chadli, et puis plus rien. Et puis plus rien. Donc on s'est limité à ces cimenteries. Elles avaient une capacité nominale et jamais elles n'ont pu dépasser plus de 60-70% de ces capacités, alors que la population augmentait, les besoins en construction augmentaient, le nombre de cimenteries restait tel quel. Il y a eu un projet du côté de Msila confié à des Égyptiens et je pense que ça c'est aussi une affaire qu'il faut voir parce que la construction de cette cimenterie a bloqué pendant 5 ou 6 ans et c'était une des conditions de l'investissement égyptien en Algérie qu'il n'y ait pas de nouvelles cimenteries pour qu'ils puissent entrer de plein pied dans le marché algérien qui était très demandeur. Les 4 millions de tonnes qu'ils produisaient suffisaient à peine à combler une partie du déficit. Et ensuite, il y a eu une grande ouverture. Plusieurs cimenteries. Et aujourd'hui, Qu'en est-il, je vous interromps, monsieur Omar Khanouf, et qu'en est-il de la cimenterie de Meftah, selon Ikralis? C'est, je ne sais pas, j'ai dit la cimenterie de Meftah, de Chlef, de Hajar Soud, de Hamabouziane, il y a un tas de cimenteries qui, actuellement, pour survivre, doivent pousser avant leur rentabilité parce que la concurrence avec le secteur privé est rude. Mais l'aspect le plus positif que l'on doit tirer de ces investissements privés en Algérie et le groupe JICA qui s'est formé avec les sociétés publiques, aujourd'hui on arrive à exporter des millions, des millions, des millions de dollars de clinker. Alors qu'on était importateur, on se retrouve exportateur. Je ne rejoins pas le discours officiel, je fais un constat véridique qui existe. الجبال تاعنا كاع من الشرق للغرب من لا فرونتيير ماروك حتى لا فرونتيير تونيزيان سي دو لا دولومي دو كالكير ça veut dire que c'est des ciments
Pourquoi on a attendu tout ce temps? Créer toutes ces pénuries, toute cette tension, des années durant, alors qu'il fallait juste continuer à investir. Même si on s'ouvre au privé, mais comme on l'a fait ces dernières années, et on voit les résultats. Aujourd'hui, il y a des sociétés privées qui exportent des dizaines de millions de dollars par an. Je pense que le chiffre, il y a quelques années, était de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a plus de 400 millions de dollars d'exportation de clinker. Le clinker est le produit des hauts fourneaux, c'est la phase, juste l'avant-dernière phase avant la production de ciment. Parce qu'il est plus facile d'exporter du clinker que du ciment fini en sac ou en vrac, qui est un produit assez sensible à l'humidité et au transport qui dure longtemps, surtout par mer. Donc, voilà juste un exemple. À un moment, nous, nous exportions du matériel de travaux publics à partir de Ensmara. Nous exportions des camions. Alors qu'aujourd'hui, on ne fait que revenir nous demande qu'on fasse confiance et qu'on soit surtout juste pour ne pas utiliser l'autre terme. Donc, il faut être juste et équitable dans le traitement des relations avec les entreprises et que les entreprises, à leur tour, soient équitables envers leurs salariés, qu'ils soient publics ou privés. Parce que la différence est flagrante quand on voit le privé et le public. Un autre jour, sur le troisième volet. C'est une thématique très intéressante parce qu'effectivement, il y a maintenant une grande différence. Avant, il y avait beaucoup plus des entreprises publiques nationales qui étaient répandues à l'échelle nationale. Maintenant, on voit beaucoup plus, il y a cette différence et surtout ce grand gap entre les privés, les investisseurs et les sociétés nationales. Et on voit une différence sur tous les points. Point de vue salarial, point de vue développement, career development, point de vue formation. C'est-à-dire, on voit ça et là, on doit se poser la question. On doit vraiment faire attention. L'État doit faire attention parce que dans les entreprises nationales doivent. Mais je pense que c'est une thématique très intéressante si vous pouvez aborder ça dans le troisième volume. Parce que je vois que il y a un souci, le souci va être plus apparent encore dans les années à venir, parce que nous avons des Algériens, des employés algériens qui sont dans des entreprises nationales et ils savent justement ce qui se passe dans les autres sociétés, parfois compétiteurs, concurrentes. Et ils savent qu'il y a une différence de salaire, une différence de considération justement du salarié, etc. Et ils n'ont pas l'occasion de rejoindre ces multinationales, on les appelle aujourd'hui, les multinationales. Donc il faut penser à comment compenser justement ces employés étant dans des entreprises nationales ou privées, étatiques. Donc voilà, il faut vraiment penser à ça. Et je pense qu'il y a un grand décalage. Vraiment, il y a un grand décalage. Il faut vraiment revoir ces points-là. D'où vous avez évoqué tout à l'heure Al-Harga aussi. Ah ben oui, Al-Harga, quand on voit des jeunes diplômés, maintenant des expérimentés qui ont une certaine expertise, et de l'autre côté, leurs confrères ou consoeurs qui occupent pratiquement le même poste, mais qui sont plus considérés, et qui n'ont pas la chance pour évoluer, pour avoir un salaire plus important, ben, ils pensent à partir, tout simplement. Ils essayent, ils tentent leur chance ailleurs. Donc, il faut penser sérieusement à comment compenser, point de vue national, ou revoir, peut-être harmoniser la masse salariale aussi, parce que 90% des employés travaillent pour le salaire. Donc, il faut vraiment penser à ça.
Voilà, donc c'est un sujet très vaste. J'ai envie de vous dire encore une fois merci, Monsieur Renouf. Vous avez évoqué tous ces sujets économiques. Vous avez parlé vraiment de tous les secteurs d'activité et vous avez parlé aussi d'une beauté. Vous avez parlé de la beauté aussi, de la douceur. On sent le poète en vous, hein. Vraiment, on sent le poète en vous. Alors, j'ai envie de lire un passage. Je vais le lire. Ça vous fait rire peut-être, mais moi, ça m'a fait pleurer. J'espère que je vais pas pleurer. Il faut savoir que Monsieur Omar Khanouf, c'est un grand romantique. Je découvre le personnage de Monsieur Omar Khanouf. Et si vous permettez, je peux lire ce passage? Bien sûr. Parfait. Alors, elle a le béguin pour toi. Oui, elle en a, elle en a tous les symptômes. Et toi, n'es-tu pas amoureux d'elle? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être plus oui que non. Ce qui est loin d'être un euphémisme, j'y arrive. C'est qu'elle occupe mon esprit dès que j'ouvre les yeux et c'est la dernière personne à laquelle je pense avant de les fermer. Alors, t'attends quoi? Que tu m'écrives un autre poème? Je l'écrirai lorsque tu oses cueillir ce fruit mûr qui attend que tu lui tends la main pour tomber de sa branche. Par contre, je sais le petit poème que tu as composé et que tu ne cesses de déclamer en silence. Est-elle ma terre promise, l'oasis au ruisseau d'amour? J'ai tellement erré, j'ai tellement soif de salive pour me désaltérer, que je boirai toute sa sève sans me rassasier. La belle est dans son camp. J'ai proposé. C'est à elle qu'il appartient de disposer, n'est-ce pas? Fiche-moi la paix maintenant. Quelques jours plus tard, elle appelle ma mère. Là, ça devient plus intéressant. Quelques jours plus tard, elle appelle ma mère, je la rappelle. Et voilà que je déambule de nouveau aux côtés d'une belle et séduisante jeune femme à Alger. Une chose que je n'ai pas faite, depuis si longtemps, déjà que cette ville dont ne me rattache encore que ma copine algéroise et mon quartier où je retombe dans l'enfance dès que je tire le frein à main de mon break. Je ne fréquente plus les cinémas, ni les théâtres, ni rien d'autre depuis une éternité. J'ai oublié aussi que, dans cette ville, on y donnait des concerts de musique, qu'on pouvait ensuite savourer un pot sur l'une de ces terrasses mythiques, qu'on peut se perdre en toute sécurité dans ces grands boulevards, qu'on pouvait s'oublier dans une librairie parce que tu ne sais pas quel roman ou quel recueil de poésie choisir, tellement l'offre est riche et variée. Des choses que j'ai oubliées au point de me dire qu'elles n'ont jamais existé. Je dois réapprendre tout ça maintenant que ma voisine me replonge dans cette ambiance. Je l'entraîne alors là où peut-être elle n'a jamais mis les pieds. Je la balade jusqu'à ma Bosavera. Je lui montre la maison où je suis tombée sur la tête la première fois. Mon père est l'un des rares à avoir vécu au milieu des pieds noirs, des Espagnols surtout, dont Sapina, le boulanger. Nous, deux frères et deux sœurs, sommes nés et avons habité un petit appartement situé au-dessus de la boulangerie du Spagnol, que ma mère haïssait. Elle ne savait pas haïr. Je lui offre une petite balade dans la forêt de Baïnem, la forêt de mon enfance. Je la guide sur les chemins de mes escapades et le vélodrome de mes challenges. Je lui montre la boulangerie de Baranès, où mon père a pétri ses dernières baguettes de pain. Je l'entraîne tantôt bras dessus, bras dessous, tantôt la tenant par la main. Quand on aime, on se permet ces choses, ces petits gestes. Je l'entraîne sur les derniers chemins rupestres qui sont épargnés par la folie des hommes, des raccourcis qu'ils ne connaissent pas encore. Je l'entraîne là-haut, à l'ombre des platanes. Je l'embrasse sur le front pour lui dire mon respect et le bonheur qu'elle procure
à un photographe amateur en embellissant son horizon. Si, si je me hasarde à goûter au miel de ses lèvres, et cela ne saurait tarder, j'exigerai la ruche entière pour le restant de mes jours. Je préfère m'arrêter parce que j'ai les larmes aux yeux. En lisant je me suis retenue, hein. Alors, en lisant ce passage, je me dis, Monsieur Omar, j'ai pleuré, en fait, je l'ai lu à 2, 3 reprises, là maintenant, j'étais en train de me maîtriser, mais en lisant ce passage, je me dis, quelle beauté. J'ai pleuré, pourquoi? Parce que, en lisant ce passage, je vous ai dit ça tout à l'heure, parce que je me dis, il y avait cette sincérité, il y avait cette grâce, il y avait cette classe, il y avait cette beauté à l'époque de mes parents aussi. Pourquoi ne voit plus ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a un petit problème. Il n'y a plus que le son. Les images ont disparu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous Allô? entends, je vous vois et je vous entends très très bien, Monsieur Armand. L'essentiel que vous me voyez, moi, j'ai perdu les images. Donc, juste une petite précision, le début du passage que vous avez lu, c'est le narrateur qui s'engueule avec, euh, avec son double, je dirais. Euh, Moi, je suis du team Gémeaux. Ça veut dire quelque chose, c'est qu'il y a toujours deux profils, deux personnalités en moi. Il y a le romantique que j'ai essayé de tuer, de faire taire pour que je puisse travailler tranquillement. Et puis, un bon matin, fin de journée, je ne m'appelle plus, il y a une apparition dans mon horizon qui a donné cette histoire que vous avez si bien lue à nos amis. Donc, comme j'ai dit, écrire, c'est dévoiler un peu. Donc, moi, je me suis dévoilé et beaucoup. Euh, je l'ai fait délibérément parce que je pense que nos enfants, mes enfants, nos petits-enfants doivent savoir que la meilleure relation qu'on peut bâtir avec quelqu'un pour construire un avenir en commun, c'est une relation qui est bâtie sur l'amour sincère, véritable. Euh, Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos conditions sociales, euh, quelles que soient les conditions et les origines sociales, quand il y a de l'amour dans une relation, il y a beaucoup de chances que ça réussisse. Je ne dirais pas que c'est un cas général. Parfois, il y a des accidents de parcours, mais je me suis dit qu'au moins, mes petits-enfants sauront que leurs grands-parents ont su s'aimer. C'est tout. C'est tout ce qui m'a motivé. Hein. Voilà. C'est très beau et c'est un bel héritage. Vous transmettez de l'amour à votre progéniture. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Amar Renouf. C'est moi qui vous Merci aussi votre chère épouse à l'occasion. Elle a existé remercie. dans le livre. Elle était quand même une héroïne importante, hein, il faut le dire. Euh, dans un personnage important dans votre roman. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser avant de clôturer le Nouf. Oui. Alors, si je vous pose la question, quel est le livre, the book, le livre qui vous a tant marqué? Vous nous avez cité quelques-uns tout à l'heure, mais si vous nous conseillez un seul, ça serait lequel? Un seul, c'est mission impossible. Là. J'en ai tellement eu de coups de cœur que en citer un seul, euh,
je sais pas, je préfère citer un certain nombre d'ouvrages, autant euh, des romans que des essais, que de l'historique aussi. Je préfère en citer un certain. D'abord, j'ai beaucoup lu sur l'émir Abdelkader. J'ai en ma possession peut-être 70 ou 80 ouvrages qui traitent de l'émir Abdelkader que je demande aux gens de lire parce que c'est une personnalité. Si elle était algérienne à partir de Damas, elle est devenue universelle. J'ai lu un très beau livre qui parle de cette transformation de l'Algérie. C'est le fils du Qaïd de Saad Khiyari. J'ai lu de très beaux livres de Saleh Gemriche, un Algérien qui réside en France depuis 40 ans et qui reste toujours algérien jusqu'au bout des ongles. J'ai lu un très beau livre de Mohamed Koursi qui est très intéressant à lire, qui s'appelle Jeu de pouvoir. J'ai lu un très très beau livre. Tous ces livres, je les recommande, de Abdelaziz Khalfallah, si on s'intéresse à la guerre de libération nationale. Mais sans moi, c'est écrit d'une autre manière. Ça, c'est écrit avec une sincérité, une honnêteté intellectuelle que j'ai très peu rencontrée dans ma vie. Si on veut savoir d'où on vient, je suggère un très beau livre qui s'appelle La Cité d'Isis de M. Pierre Rossi. Un livre de 300 pages, peut-être qui se lit d'une traite tellement il est captivant parce qu'il relate un peu la civilisation que nous avons. Pouvez-vous nous redonner le nom de l'auteur, s'il vous plaît, le tout dernier? Le Dernier, Pierre Et Rossi. le titre, s'il vous plaît? La Cité d'Isis. Merci beaucoup, Monsieur Omar Khenouf, pour toutes ces recommandations. Avez-vous un autre peut-être que vous voulez recommander encore? Parce que nous prenons note. Personnellement, je prends note avec vous depuis tout à l'heure. J'en ai beaucoup, mais il y a un tout dernier livre qui vient d'être publié, il est tout chaud, tout près dans certaines librairies. Je le recommande. Non seulement l'auteur est un parent à madame, mais c'est aussi une personne que j'admire pour son érudition. Je l'admire pour son bilinguisme, je l'admire pour son qui vient de publier un livre qui s'appelle Nour, la traversée de l'espoir. Mais ça traite d'un sujet intime aussi qu'il a vécu. Je le recommande. C'est de Yassine Ben Abid. Et je le recommande non pas parce que c'est un cousin de, de ma femme, mais c'est juste parce que il traite d'un sujet, tout le courage de certains parents vis-à-vis de certains enfants qui souffrent énormément et qui font l'impossible pour eux. Donc, je le recommande. Ça, c'est le dernier. S'il vous plaît, de Yassine Ben Abid. Oui, oui. Le titre, s'il vous plaît, de Yassine Ben Abid. C'est Nour, la traversée de l'espoir. Très bien, la traversée de l'espoir, c'est ça, merci beaucoup. Monsieur Omar Khenouf, je vous ai dit que 2 heures de temps avec toi, ça ne sera pas suffisant. Avec vous, excusez-moi, ça ne sera pas suffisant. La prochaine fois, avec le troisième, ça sera prochainement, j'espère vraiment. J'espère qu'on n'a pas ennuyé nos amis. Je l'espère du fond du cœur. C'était fort passionnant. C'était fort passionnant. C'est des thématiques qui restent d'actualité. Et puis, moi, je dirais que nous avons affaire à
Moi, c'est ce que j'appelle la génération des années 70 et les années 2000, c'est des présumés. Voilà. Donc, al-muhadramin en arabe, moi je dis c'est des présumés. Vous avez la chance de voir ce qui s'est passé avant et ce qui se passe actuellement. Et merci parce que grâce à vous, grâce à votre sincérité, vous nous dévoilez la réalité, vous nous racontez la réalité. Et grâce à vous, nous comprenons mieux ce qui se passe. Alors, mes transhumances chez Aomar Khanouf. Mes transhumances, le premier de l'auteur, paru chez les éditions du Chélif. Le deuxième, Rien n'arrive par hasard, de Monsieur Aomar Khanouf. Une plume bouleversante, je le dis, je le redis. Ça se lit vraiment vite, ça se lit vite, mais en même temps, on apprend énormément. Moi, je peux dire une chose, en lisant les livres d'Aomar Khanouf, vous pouvez toujours avoir, s'il vous plaît, un calepin à côté parce que vous allez prendre beaucoup de notes. Merci beaucoup, Monsieur Aomar Khanouf, pour tout ce que vous nous avez fait, pour votre temps, votre disponibilité. Merci à tous les membres ici présents. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Monsieur Aomar Khanouf? Je les salue tous, je leur souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Le bonjour de Madame pour tout le monde, pour tous ceux qui la connaissent et même ceux qui ne la connaissent pas. Bonsoir, le salut à vous aussi. Merci à toute la communauté présente. Merci pour votre temps. C'était un honneur de recevoir Aomar Khanouf ce soir. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Aomar Khanouf, pour d'autres émissions. C'est toujours passionnant de discuter avec vous. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.